Nous commémorons aujourd'hui le 75e anniversaire de la destruction d'Hiroshima. La mémoire étant très sélective, les témoignages des survivants sont assez peu connus, au moins en Occident. Beaucoup ont été publiés sous forme de dessins accompagnés de quelques explications. Ce sont ces dessins que je vous montrerai aujourd'hui. Ils nous permettront d'effectuer un voyage dans le passé, ce 6 août 1945, lorsque les défenseurs autoproclamés de la civilisation firent descendre le feu du ciel sur la terre, transformant Hiroshima en un enfer. Auparavant toutefois, j'aimerais apporter deux précisions sur les bombes atomiques. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, la radioactivité n'est pas l'effet principal recherché. Le premier effet dévastateur d'une bombe atomique est le flash qui accompagne l'explosion. Il a été dessiné ici par un survivant. Bien que très court, une fraction de seconde, il transporte une énergie suffisante pour brûler la peau et mettre le feu à des substances inflammables. Mais l'effet le plus dévastateur reste l'onde de choc. Due à la compression des gaz surchauffés, elle peut être comparée à un mur de béton qui se déplacerait. Dans les premières secondes, sa vitesse peut atteindre les 300 km/h. Elle volatilise alors tout sur son passage. De cet homme, on n'a retrouvé que l'ombre au sol. Cet enfant, lui, se souvient de l'aspect qu'offrait le centre-ville 2 semaines après l'explosion. Tout ou presque avait été soufflé. La vitesse de l'onde diminue certes rapidement, mais elle reste suffisante pour provoquer des dégâts. Imaginez que vous heurtiez un mur de béton à 60 km/h. C'est au cours de cette phase que le champignon atomique se forme. Cet enfant de 6 ans, qui vivait à quelques kilomètres, s'en souvient. L'effet de l'onde de choc est tel qu'à 1 km encore du point zéro, il tue en moyenne plus de 50% des personnes. D'où ces rues jonchées de débris, de cadavres et de blessés dénudés, leurs habits ayant été arrachés par le souffle. C'était comme l'enfer sur terre, écrira ce survivant, car tout n'était que mort, destructions et flammes. En effet, le flash et les gaz surchauffés avaient provoqué des incendies majeurs. Sur cette carte d'Hiroshima, j'ai surligné la limite des incendies survenus après le largage de la bombe. On s'aperçoit que tout le centre-ville a brûlé. Ceux qui avaient survécu à l'onde de choc tentèrent d'échapper aux flammes. Cette maman indemne courait en protégeant son enfant. Mais d'autres portaient de terribles blessures. Un rescapé se souvient de cette fuite éperdue, à travers les flammes, avec les vêtements qui commençaient à brûler. Certains ne purent réussir à s'extraire du brasier. Les corps de cette maman et de ses 2 enfants furent découverts peu après. Dans un geste ultime de protection, la mère avait voulu les protéger. De même, cette maman avec son enfant entièrement brûlé. L'auteur de ce dessin explique « Ses cheveux étaient dressés sur sa tête. Elle protégeait encore son enfant contre sa poitrine comme si elle avait été vivante. Ses yeux étaient grands ouverts. Je n'oublierai jamais ce spectacle horrifiant. » Parfois, les cadavres étaient si méconnaissables qu'il devenait impossible d'en déterminer le sexe. Mais qu'il se soit agi du père, de la mère ou d'une autre personne, là encore, l'adulte avait voulu protéger l'enfant jusqu'à la fin. La jeune fille qui a dessiné la scène se souvient. Une terrible vision m'effraya dans la rue. Le corps carbonisé d'une femme pétrifiée dans une posture de course, une jambe pliée et un bébé étroitement étreint dans ses bras. Qui pouvait-elle être? Cette vision me hante encore. Ces gens, comme surpris par la mort, il y en eut des tas. 6 jours après le bombardement, un survivant pénétra chez ce qui avait été un coiffeur. Dans l'un des fauteuils, un squelette était encore assis. D'autres scènes surréalistes furent aperçues, comme cette main appartenant à une personne tuée immédiatement par l'explosion. Celle qui l'a vue raconte, le corps reposait sur le dos, sa main était dirigée vers le ciel et les doigts brûlaient en dégageant des flammes bleues. Les doigts étaient réduits au tiers et distordus. Un liquide noir coulait au sol le long de la main. Cet homme avait la plante des pieds carbonisée. Il avait dû marcher sur de l'asphalte rendu brûlant par l'incendie. Plusieurs cours d'eau traversaient la ville. Beaucoup s'y précipitèrent. Cette survivante se souvient. Quelques-uns parvinrent à échapper aux flammes et atteignirent la rivière pour mourir sur la berge. D'autres agonisaient en se tordant de douleur et moururent sous mes yeux. Les survivants se jetaient à l'eau pour tenter d'atteindre l'autre rive. De très nombreux coulèrent alors que le feu progressait, forçant les gens à se jeter dans l'eau. Partout le spectacle était le même.
Poussés par les flammes qui progressaient, les gens se jetaient dans les bras du fleuve, la plupart pour mourir peu après. Bientôt, les eaux charrièrent d'innombrables cadavres. Certains avaient un aspect horrible. Ils étaient boursouflés avec les yeux exorbités. 30 ans après, un survivant se rappelait le spectacle vu alors qu'enfant, il avait traversé un pont improvisé. C'était le lendemain de l'explosion. Une profusion de corps boursouflés, ayant parfois triplé de volume, recouvrait la rivière. Ils étaient bleus, verts ou rouges. À terre aussi, des corps boursouflés montraient des teintes identiques. Toujours le 7 août, des cadavres d'adolescents gisaient sur la berge de la rivière ou flottaient sur les eaux. Il s'agissait d'étudiants mobilisés, âgés de 13 ou 14 ans. Sur le pont, une maman criait désespérément le nom de son fils. Rapidement, des militaires furent chargés de repêcher un maximum de corps. Ils les récupéraient à l'aide de grands filets. Ceux qui n'avaient pas pu atteindre les cours d'eau tentèrent de se réfugier dans des réservoirs prévus en cas de bombardement. La plupart moururent d'asphyxie. Un survivant se souvient avoir vu le corps d'une femme enceinte qui flottait. Autour de lui, des cadavres portant d'horribles blessures étaient encore agrippés au bord. Des scènes semblables se répétèrent en bien des endroits. Des gens atrocement brûlés ayant convergé vers un réservoir. Parfois, la chaleur fut si intense que l'eau finit par bouillir. Un rescapé se rappelle de corps bouillis retrouvés dans les jours qui suivirent. Pour fuir les flammes, certains se jetèrent dans des puits. Eux aussi périrent asphyxiés. Ailleurs, les réservoirs étaient pris d'assaut par des blessés assoiffés. Un survivant se souvient avoir vu, vers 11 heures du matin dans sa rue, de nombreuses personnes en loques, grièvement brûlées, les chairs pendantes, qui se traînaient en criant « Aidez-moi, je ne vois plus rien! De l'eau, donnez-moi de l'eau! De l'eau, je ne vois plus rien !» Ailleurs, cette femme grièvement blessée s'accrochait désespérément à une autre en suppliant « De l'eau !» Peu après l'explosion, une pluie noire se mit à tomber. Cette femme, torturée par la soif, ouvrait grand la bouche pour tenter d'en capter quelques gouttes. Elle n'était pas la seule. D'autres se précipitaient sur n'importe quelle flaque au sol pour boire. Alors commença ce qui fut appelé la procession des fantômes ou des ombres. Cette jeune fille se souvient. J'ignore le moment où ils se sont rassemblés, mais des gens en foule titubaient et se cognaient les uns les autres. Il s'agissait de gens très grièvement brûlés, dont les chairs pendaient et les cheveux tombaient. Cette femme semblait porter des gants en caoutchouc qui auraient été beaucoup trop grands. Du moins était-elle indemne ailleurs. Mais ce pauvre homme, lui, avait tout le haut du corps brûlé. Ses chairs pendaient. Malgré ses blessures, il cherchait désespérément son enfant. Ces gens atrocement brûlés commencèrent par errer au milieu des cadavres. Parfois ils étaient seuls. Parfois il s'agissait de familles entières, parents et enfants. Tous réclamaient de l'eau. Une jeune étudiante tentait de fuir le long d'une rivière. Elle raconte « Une fille se tenait au milieu de la route, le regard vide. De façon surprenante, ses vêtements n'étaient pas en lambeaux. Elle avait 8 ans. Sa blessure au crâne ressemblait à une grenade éventrée. C'était probablement son cerveau que l'on voyait. Sans rien dire, je la pris sur mon dos et partis en direction de la rivière Ota. J'entendis alors clairement la voix d'une fille provenant de derrière un arbre. « S'il vous plaît, aidez-moi » Son dos était complètement brûlé. Sa peau s'était détachée et pendait de ses hanches. Dans ces endroits épargnés, temporairement ou non par le feu, des survivants erraient ou gisaient au sol. Une rescapée a dessiné cette scène dont elle se souvient. Des survivants assis au sol et grièvement brûlés réclamaient désespérément à boire. Un petit enfant perdu appelait sa maman. Non loin de lui, une femme errait. Une pièce de bois lui sortait de l'œil et elle semblait souffrir atrocement. Elle marchait pratiquement inconsciente. À force de rencontres, ces gens finirent par former des processions qui semblaient sorties de l'enfer. Une jeune fille raconte « Les réfugiés marchaient en procession le long du bord de la rivière. Aucun d'eux ne portait des vêtements en bon état et tous étaient blessés. Tout le monde était en loques et avait mal. Je marchais avec un sentiment de culpabilité, car j'étais la seule à porter de beaux habits et à n'être pas blessée. Une femme marchait en pleurant. « Quelqu'un peut-il m'aider » Sur son côté, les chairs présentaient un large trou qui saignait abondamment et par lequel je pouvais voir ses côtes. Un homme s'approcha d'elle en disant «
Tout le monde souffre autant que vous. Endurez la douleur et nous allons trouver un abri. » Des centres de secours furent en effet organisés rapidement, mais les soignants étaient dénués de tout. Un homme raconte, sans aucun médicament à sa disposition, un membre des équipes de secours enduisait les blessures avec du mercurochrome, un autre avec de l'huile de cuisson et un troisième les couvrait de papier. Je ne puis oublier les pleurs des victimes quand le papier était retiré. Comme il y avait d'innombrables mouches, des asticots rampaient dans les blessures. Dans cette maison, une maman tentait de chasser les mouches qui assaillaient sa fille grièvement brûlée. Mais déjà, des asticots apparaissaient dans ses blessures. Là, un jeune garçon prenait soin de sa mère qui n'avait pas pu recevoir de soins. À l'aide d'une baguette, il retirait tant bien que mal les asticots des blessures. Devant eux, une urne de crémation. Quant à ce grand brûlé, son dos était déjà couvert d'asticots. Très rapidement, les centres de secours furent débordés. À Hiroshima, des victimes légères, des grands brûlés et des morts jonchaient les rues. À l'aide d'embarcations de fortune, les autorités organisèrent l'évacuation de certains blessés vers un hôpital militaire situé sur une île voisine. Mais le convoi fut attaqué par un avion ennemi qui le mitrailla. Fort heureusement, l'agression ne fit que 2 morts. Dans la ville bombardée, les blessés encombraient les centres de secours improvisés. Ils reposaient sur des couvertures étendues à même le sol. Le personnel soignant se démenait pour soulager les victimes. Certaines étaient horriblement brûlées. Cette femme, dont la tête était couverte, tournait le dos à l'explosion. Tout comme ce jeune homme. Quant à cette victime, elle avait la tête découverte. Certaines atteintes conjuguaient brûlures et éclats divers, le plus souvent du bois ou du verre. Ceux qui faisaient face à l'explosion présentaient des blessures plus graves encore. Dans les conditions de l'heure, les espoirs de survie étaient minimes. Mais peut-être était-ce mieux ainsi. Des parents veillaient les blessés et les moribonds. Cette maman prodiguait des soins de fortune à son fils brûlé à la tête. Car la bombe n'avait pas épargné les enfants. Le visage de ce jeune garçon était entièrement brûlé. Certains étaient atteints en de multiples endroits du corps. D'autres présentaient d'atroces lésions qui les tueraient ou les laisseraient handicapés à vie. Ce dessin montre un centre d'évacuation le lendemain de l'explosion. L'auteur explique « Tout le dos de la mère était brûlé, mais la face était indemne. Ses seins spécialement apparaissaient normaux, si bien que son bébé s'y cramponnait afin de téter. Je suppose qu'elle s'était mise ventre contre terre avec son bébé sous elle, parce que sa face et son bébé n'étaient pas brûlés. Elle était inconsciente. J'étais effrayé à l'idée qu'elle meure et que la production de lait pour le bébé cesse. » La nuit précédente, une jeune fille avait été amenée, avec sa mère et son petit frère, dans la cour de l'hôpital préfectoral d'Hiroshima. L'auteur du dessin explique « La fille assise au centre, c'est moi. Je fixais ma mère et mon jeune frère qui étaient totalement brûlés. Mon frère mourut dans la nuit sous mes yeux. Le bébé sur le dessin se cramponnait à sa mère morte. Il mourut probablement le lendemain, car je le vis allongé et non plus sur sa mère. Le jeune garçon devant le bébé mourut après m'avoir dit « Je suis de la première école moyenne d'Hiroshima. S'il vous plaît, apportez ce repas à ma mère. » Il me le confia. Dans cet autre centre de secours, entre les morts et les mourants, 2 petites filles d'approximativement 3 et 5 ans. Elles rafraîchissaient leur mère sévèrement brûlée en l'éventant avec des feuilles de papier. Sur ce dessin anonyme, un jeune garçon raconte la mort de sa sœur aînée. On lit « Moi en 6e année à l'école primaire. Maman. Le frère supplie la sœur de ne pas mourir. Elle lui répond qu'il sera le dernier à mourir. » Ici on lit « La dernière gorgée d'eau donnée par un injecteur. » Totalement brûlée, la sœur devait être hydratée avec une seringue ou une pipette. La mère dut assister la fille et la soulager avec de l'eau jusqu'à son dernier soupir, le 8 août 1945. Là, ce fut la grande sœur qui assista le frère. Torturée par la soif, il la suppliait de lui donner de l'eau. Elle obtempéra, sachant que pour une personne ayant été exposée à la bombe, boire serait fatal.
On lit « Il but avidement, puis il dit « Ma sœur, j'ai froid, j'ai froid !» Elle le berça. Graduellement, son corps se refroidit, puis il mourut. Le 6 août, Eiji Orio était à 600 mètres du point zéro. Amené dans un centre de secours, ses brûlures étaient si graves que ses parents furent incapables de le reconnaître. Le garçon mourut 4 jours plus tard. Son uniforme était collé à sa peau. Sa mère le lui retira avec une paire de ciseaux. D'autres, trop blessés, ne purent même pas atteindre les centres de secours. Ils attendaient le long des voies. Beaucoup étaient brûlés et totalement défigurés. Leur visage n'avait plus rien d'humain. Pour la plupart de ces gens, il n'y avait plus rien à faire qu'à leur donner un ultime réconfort avant leur décès. Mais de nombreux moururent sans même avoir reçu cet ultime réconfort. Un survivant se rappelle cette petite fille très grièvement brûlée, les vêtements en lambeaux, qui attendait sur les bords de la rivière Enko. Sans personne pour l'aider, écrit-il, cette fille mourut. Cet homme raconte, un élève en première année de l'école secondaire me demanda de lui donner un peu d'eau. J'avais entendu dire que si des personnes exposées à la bombe buvaient de l'eau, elles mourraient. Je ne lui ai donc pas donné d'eau. Le lendemain, quand je repassais par là, il gisait au sol, mort. Je pensais alors que j'aurais dû lui donner de l'eau, même si cela l'avait fait mourir un peu plus tôt. Je joignis mes mains et récitai une prière au Bouddha. Je commençais alors à m'inquiéter davantage pour mon unique enfant que je cherchais. Peut-être était-il mort lui aussi misérablement ou en souffrant. Je quittai l'endroit, essuyant les larmes qui coulaient de mes yeux. J'entendis dans la soirée que notre enfant avait appelé « Papa, maman » et qu'il avait rendu son dernier soupir seul, sans nous voir. Telle fut la courte vie d'un adolescent de 13 ans. Cela fait 29 ans que mon fils est mort, et sa mémoire et l'image misérable de ce jeune élève me demandant de l'eau me hantent toujours. Ô maudite bombe A! Mais le plus atroce fut pour les victimes coincées sous les débris, car l'incendie se propageait à grande vitesse. Voyant les flammes arriver, les victimes poussaient des cris déchirants afin d'appeler à l'aide. Un habitant décrit les premières opérations de secours organisées dès 8h40 par des marins venus avec leurs navires. On entendait les appels à l'aide des femmes, des enfants et des vieilles personnes coincées sous leurs maisons ou écrasées entre les piliers. Mais le feu prit si rapidement que de nombreuses personnes moururent sans avoir pu être aidées. L'auteur de ce dessin raconte « Les pleurs d'une femme qui criait à l'aide m'attristèrent parce que je ne pouvais rien pour elle. » Un peu partout, les mêmes scènes se déroulaient. Des gens qui appelaient à l'aide, d'autres qui tentaient vainement de les secourir. Des infirmiers se démenaient pour tenter d'extraire les victimes des décombres, mais elles étaient trop nombreuses et les débris souvent trop lourds. Les flammes accomplissaient leur œuvre de mort. Une survivante se rappelle avoir rencontré un professeur pratiquement nu. Lorsque la bombe avait explosé, il était chez lui avec son épouse. Il tenta de secourir sa femme qui était coincée sous une poutre du toit, mais tous ses efforts furent vains. Le feu qui progressait le menaça aussi. Son épouse le supplia « Va-t'en, mon chéri !» Il fut contraint d'abandonner là son épouse pour échapper à l'incendie. Depuis, le professeur marchait sans but, tenant dans sa main une balle de riz. Pourquoi une balle de riz? Personne ne le sut jamais. Ce jeune homme avait 20 ans le jour tragique. On le voit demander pardon à une personne coincée sous des débris parce qu'il ne peut l'aider. Il raconte « Des flammes commencèrent à s'élever. Je ne pouvais rien faire pour l'aider. La personne me cria « Sauvez-vous, vite !» Les écoles, plus particulièrement, furent le théâtre de tragédies. Ici, certains enfants ne purent échapper au brasier. De cette petite fille, la famille ne retrouva que l'uniforme intact. Elle fait partie des 3677 personnes qui ne furent jamais retrouvées. Son uniforme est exposé avec d'autres objets ayant appartenu à des petites victimes du 6 août. Sacs, cartables, casquettes. Sur ce dessin, des élèves sont pris de panique au milieu des fumées de l'incendie. Et personne pour les aider. Là, en revanche, l'institutrice d'une école primaire pour filles tentait de conduire ses élèves survivantes dans un abri. Toutes étaient nues et blessées. Terrorisées, les petites criaient « Maîtresse, maîtresse !» L'auteur du dessin loue le sens des responsabilités de cette institutrice qui, jusqu'au bout, assista ses élèves. Mais dans cette salle de classe, l'institutrice était morte. Quelques élèves moins blessés assistaient un camarade agonisant. À la fenêtre, l'un d'entre eux contemplait le feu qui approchait. L'auteur de ces dessins raconte
Émergeant des débris d'une école effondrée, un élève sortait la tête et son bras droit, suppliant de l'aider. Autour de lui, je pouvais entendre d'autres élèves gémir. Je tentais de l'aider, mais il me fut impossible de bouger les débris. Je les entends encore crier « Maître, à l'aide !» Encore aujourd'hui, je le supporte difficilement. Cet autre rescapé se souvient d'une petite fille qui, à la fenêtre du 2e étage d'une maison en flammes, appelait à l'aide. « Je ne pourrai jamais l'oublier », écrit-il. Des parents grièvement blessés hurlaient pour qu'on sauve au moins leurs enfants. Un rescapé se rappelle avoir entendu cet adulte qui criait « S'il vous plaît, aidez cet enfant ! Quelqu'un, s'il vous plaît, aidez cet enfant! S'il vous plaît, à l'aide! S'il vous plaît, quelqu'un !» Mais personne ne vint, et déjà le feu se répandait qui allait empêcher les secours. Parfois, c'étaient les enfants qui suppliaient pour leurs parents. Alors que le feu approchait rapidement, une femme gisait coincée sous une poutre. Tout près d'elle, une enfant sanglotait et implorait l'aide aux passants. Des voisins tentèrent de déplacer la poutre. N'ayant pu y parvenir, ils demandèrent pardon à la petite fille en pleurs. Elle irait rejoindre tous ces orphelins d'Hiroshima. On les voit ici en 1951 lors d'une cérémonie de prière pour la paix. L'auteur de ce dessin se souvient « Je n'ai pas pu secourir les enfants coincés dans une école en flammes. Une petite fille était presque dehors, mais elle avait un bras coincé sous un bloc de ciment. J'ai pensé « Bientôt tu seras délivré de tes souffrances. » Puis j'ai joint mes mains pour prier. Avec l'énergie du désespoir, cette mère attaquait le mur d'une maison effondrée. De l'autre côté, sa petite fille coincée hurlait à l'aide. Mais le feu progressait trop vite et la maman dut abandonner sa petite. Cette femme qui, elle aussi, avait été contrainte de fuir l'incendie en laissant derrière elle son fils aîné, revint peu après sur les lieux. En fouillant les ruines, elle découvrit ses os sous les tuiles du toit effondré. L'enfant de cette femme était également mort, mais il n'avait pas brûlé. Sa tête était couverte d'asticots. La mère s'éloignait de la ville afin de trouver un endroit pour le brûler. Elle avait récupéré un casque, probablement pour recueillir les ossements. 3 jours après le bombardement, cette jeune fille put revenir dans les ruines de sa maison. Elle y trouva les ossements de son grand frère, de sa grande sœur et d'un bébé né 3 jours avant le drame. « J'ai joint mes mains pour prier le Bouddha », écrit-elle. « Je pleurais toutes les larmes de mon corps. » Ce père au désespoir brûlait le corps de sa fille âgée de 3 ans. La petite avait un frère plus âgé. Le père ne put jamais retrouver son corps. Toute sa vie, il se sentit coupable de n'avoir pu protéger ses 2 enfants. Une femme partie le 9 août à la recherche de son mari disparu à Hiroshima raconte « Dans chaque centre d'évacuation, il y avait des personnes brûlées. Leurs blessures étaient relativement hors du commun. Je marchais sur plein de cadavres. J'étais trop choqué pour ressentir l'absence de mon mari. C'était comme l'enfer. » De son côté, un rescapé écrit « C'était l'enfer sur terre dans toute la cité. Je ne crois pas pouvoir décrire 10% de la réalité en dessinant une image ou en racontant une histoire. Seuls ceux qui l'ont vécu peuvent le comprendre. De la pluie noire tombée. Les indications sur le dessin désignent les tas de corps et les monceaux de cadavres. Cet uniforme porte encore les traces de cette pluie noire. Cette femme se souvient. Le 7 août vers 3 heures de l'après-midi, je marchais le long du pont Ujiyama. Une femme, probablement enceinte, gisait morte. À ses côtés, une petite fille d'environ 3 ans lui avait apporté de l'eau dans une boîte de conserve vide qu'elle avait trouvée. Elle tentait de faire boire sa mère. Dès que j'ai vu la scène avec cette misérable enfant, j'ai serré la fille tout contre moi et j'ai pleuré avec elle, lui disant que sa mère était morte. Ce dessin montre le cadavre d'un prisonnier de guerre américain qui, le 6 août tragique, se trouvait à Hiroshima. On en comptait une vingtaine dans la ville. Celui-ci survécut à l'explosion, mais des survivants enragés le saisirent, le lièrent à un poteau et le battirent à mort. Notons que de tels gestes restèrent très marginaux. À la vengeance, les Japonais préfèrent les prières pour les âmes des morts et pour la paix future. J'en connais d'autres qui n'ont pas cette grandeur d'âme. Hiroshima, la barbarie démocratique dans toute son horreur. Mais j'entends déjà les justifications qu'avanceront les bien-pensants. J'entends déjà le fameux « c'était pour écourter la guerre, donc pour sauver la vie de centaines de milliers, voire de millions de soldats ». Et aussi « c'était pour impressionner les soviétiques, donc pour éviter une 3e guerre mondiale ». Admettons.
J'en déduis que les membres de l'équipage de l'avion qui largua la bombe sur Hiroshima, l'Enola Gay, doivent être considérés comme des héros, voire des bienfaiteurs de l'humanité. Mais alors, pourquoi en 2014, l'un d'entre eux, Theodor Van Kirk, n'a-t-il pas bénéficié de funérailles nationales? Pourquoi ces funérailles ont-elles été au contraire célébrées dans l'intimité? Et pourquoi a-t-il caché à son fils qu'il avait fait partie de l'équipage de l'Enola Gay? Et pourquoi en 2007, le pilote de l'avion, Paul Tibbets, n'avait-il voulu ni funérailles ni pierre tombale de peur de provoquer des manifestations? Voilà des bienfaiteurs de l'humanité fort mal récompensés. Et pourquoi le sont-ils? Parce qu'il ne s'agit pas de bienfaiteurs, mais d'assassins. Des lampistes, il est vrai, ils n'ont fait qu'obéir aux ordres. Voilà pourquoi leur responsabilité est quasiment annulée. Mais dans une prochaine vidéo, je répondrai par avance à tous ceux qui croient pouvoir ressortir les sempiternels arguments invoqués pour excuser l'atomisation d'Hiroshima et de Nagasaki. Bonsoir.